Salut, Johannes, j'espère que vous allez bien. Continuant mon cheminement, j'aborde dans cette publication ma première période d'intégration en entreprise et donc aussi mes premiers pas dans mon premier job. Cette première opportunité, je l'ai eue dans le cadre un peu spécial d'un VIE, Volontariat international en entreprise. Allez voir ma vidéo dédiée à ce sujet pour en apprendre plus sur ce genre de contrat particulier. J'avais aussi réussi à coupler ce VIE avec mon stage de fin d'études en commerce international, pour la petite histoire. Donc stage et VIE que j'ai réalisé au sein d'une importante carrière de matériaux de construction, l'endroit où l'on produit essentiellement du sable, des graviers, des cailloux et enrochements pour différentes applications, essentiellement dans la construction. Ma mission sur le papier était d'aller développer les ventes de cailloux au Benelux et sur la bordure ouest de l'Allemagne. Plus précisément, étudier les possibilités de déboucher durant mon stage et de mettre en œuvre une stratégie de développement des ventes durant le VIE. Autre aspect spécifique, il ne s'agissait pas de sable, gravier et cailloux tout à fait anodins, mais de micro-granit rose. C'est important comme détail pour la suite de l'histoire. J'y reviendrai plus tard, dans cette publication et ou une autre. Pour débuter dans l'entreprise et cette mission, j'ai donc dû tout d'abord apprendre ce qu'est un micro-granit rose, ses caractéristiques, comment on l'extrait, le transforme, le raffine, le stocke, le transporte. Et aussi pourquoi et pour qui on fait tout ça. J'ai eu l'extrême grande chance d'avoir le directeur de production en chef de carrière, comme responsable de stage, puis responsable de mission, mon N+1 donc, et aussi mentor durant la première période de ma mission. J'ai d'abord signé pour un stage de 3 mois, plus 12 mois de VIE, et j'ai ensuite reconduit de 12 mois supplémentaires. Mais à la base, donc, j'étais parti pour une première période de 15 mois en tout. Du coup, en premier lieu, avec ce responsable, Claude, j'ai eu la chance d'être parfaitement accompagné pendant toute la phase d'intégration, qu'il a coordonnée d'une main de maître, en impliquant beaucoup de collègues et de ressources. Il a fait en sorte que je puisse facilement loger près de l'exploitation. C'est comme cela aussi qu'on appelle la carrière. Et comme, en tant que directeur de production, il était souvent le premier et le dernier sur place, il a grandement pris sur son temps pour agrémenter mon programme journalier. J'ai dû rester un peu plus de 3 semaines sur place, comme indiqué, à apprendre l'essentiel du métier de base de carrier. Carrier, celui qui bosse dans une carrière. Vu l'ampleur du site de production, l'exploitation, des sites, je devrais dire, parce que la carrière, la société, était constituée en fait de 2 gisements, sites d'exploitation. Cela a été une formation intense et riche, et j'ai pu explorer l'essentiel de chaque étape en détail grâce à la passion et au dévouement de Claude pour son métier, ainsi que l'engagement de l'ensemble des collègues. De la découverte, c'est-à-dire le décapage de la couche de terre végétale en surface et l'extraction des roches altérées, à l'abattage avec l'implantation de trous de foration, la foration, l'implantation d'explosifs dans les trous de foration, le tir, l'explosion. Là, c'est particulièrement balèze, technique et impressionnant. 20 000 à 40 000 tonnes de pierres envoyées en l'air. Enfin, façon de parler. Il s'agit surtout de fragmenter la matière, pas d'en balancer partout. Le but de la manœuvre, c'est justement d'en éparpiller le moins possible et de générer le minimum de nuisances. Son, vibrations pour les collaborateurs et aussi, bien sûr, pour les voisins, les riverains. Mais bon, ça balance quand même. Après le tir, le marinage et le concassage, primaire. Il s'agit de ramasser ce qui vient d'être mis en morceaux sur le front, le lieu de tir, et de le ramener jusqu'à l'entrée de l'installation de traitement. Ça se fait avec des engins chargeurs qui pètent 25 tonnes par 25 tonnes et des camions bennes géants qui transportent 4 pelletés, soit 100 tonnes, jusqu'à l'installation, le concasseur primaire. Concasseur qui va broyer le contenu de la benne de chaque benne en faisant passer le tout à une taille de caillou de maximum 25 mm, soit 25 cm.
en partant de tailles variées issues de l'explosion, rarement supérieures à 2 mètres jusqu'à 1 mm. Il y a de tout dans la benne. Tout ça, le concassage allant à une vitesse autour de 1500 heures par heure, concassé, soit 15 bennes par heure. Ça aussi, c'est pas commun à voir travailler. Sorti de là, ça part vers ce que l'on peut appeler l'usine de fabrication de granulats, autre mot pour sable et gravier. L'usine est composée de concasseurs secondaires qui passent la roche de maximum 25 mm à maximum 60 mm. Des concasseurs tertiaires qui passent la roche de 60 mm à 20 mm. Et fait parfois usage aussi d'un quatrième type de concassage pour réduire et affiner encore. Dernière étape de la ligne de production, le criblage et le stockage. Là, on classifie les matériaux à l'aide de cribles, des tamis géants, qui répartissent les éléments, concassés jusque-là, en groupes de taille appelés les granulométries. Exemple 0,2, 2,4, 4,6, 6,10, 10,14, 14,20, 31,5, 50. Une granulométrie est représentée avec deux chiffres, 4 et 6, par exemple, exprimés en millimètres généralement, pour laquelle le premier chiffre, 4, correspond à la taille des éléments les plus petits, et 6 correspond à la taille des éléments les plus grands. La taille d'un caillou, d'un gravier, généralement, pas tout à fait uniforme, et sa dimension de bord à bord la plus grande. Un tas de produits dit 4-6 mm est donc composé pour l'essentiel, disons 90-95%, de petits graviers de 4, 5, 6 mm, plus toutes les tailles intermédiaires. Et cela selon une courbe de répartition maîtrisée, c'est-à-dire que l'on connaît le pourcentage de répartition entre chaque taille, à l'intérieur de la limite 4-6 mm. 23% de 4 mm, 48% de 5 mm, 24% de 6 mm. Ça ne fait pas 100%, car on a quasiment toujours déjà un résidu de poussière, la fine, et quelques éléments légèrement plus grands et d'autres légèrement plus petits. Au passage dans le crible, ils ont présenté à l'un des orifices du crible leur côté, dimension la plus petite ou la plus grande, et sont passés quand même. Mais on essaye de mesurer cela aussi au plus juste, pour proposer des granulométries les plus homogènes possibles. C'est le travail de l'ensemble de l'usine de produire, classifier et d'extraire les portions non désirées. Je n'en ai d'abord pas parlé, mais dès l'entrée de l'usine, on a coupé, criblé le matériel 0,250 mm issu du concassage primaire en deux portions, de 30 à 250 mm et de 0,30 mm. La première coupe de 0,30, on l'a stockée à part, en tant que matériel de qualité secondaire, car cette portion, ayant seulement subi le traitement de l'explosion initiale et du premier concassage, présente une grande hétérogénéité, de taille, de forme et beaucoup de poussière, possiblement aussi des corps étrangers. Souvent, on va faire en sorte d'extraire la poussière issue du travail mécanique durant chaque traitement mécanique, pour avoir des matériaux selon les granulométries les plus propres possibles et les plus homogènes possibles. On garde la poussière, cependant, à chaque étape, et on la vend, en fonction de sa qualité et de sa propreté, de la poussière propre. Pour l'essentiel, les granulats, l'important c'est de bien respecter le schéma standardisé de la granulométrie, la courbe granulométrique, et aussi de s'approcher d'une forme optimale pour chaque grain de gravier de sable. À la base, l'explosion a produit des formes variées, avec des éléments de toute taille et de toute forme. Des plats, des carrés, des triangulaires, des ronds. Les processus de concassage, coupe de raffinage, concassage secondaire et suivant, puis le criblage, permettent de s'approcher de la forme optimale. Disons plutôt un cube, ou au moins un polyèdre, un polygone en 3D. C'est la forme optimale pour la mise en œuvre technique par le plus gros des clients. Quand un caillou ne convient pas, le système de l'usine l'exclut, le recycle pour repasser dans certains processus, concassage, criblage, ou tout simplement l'éjecter. Après l'usine de production, le stockage en silo ou au sol. Puis, l'expédition par camion ou par train, dont le chargement est une des dernières étapes techniques au sein de l'exploitation.
Bien sûr, on peut charger godet par godet avec les chargeurs, mais ça ne va pas le faire pour un grand nombre de camions et les trains. On préférera mobiliser les matériaux dans les silos et les trémies et charger à l'aide de trappes et de convoyeurs automatiques de grande capacité. Bam, 25 tonnes d'un coup ou 500 à 1000 tonnes-heure. C'est ce qu'il faut pour un train complet dans lequel on charge un peu plus de 1000 tonnes. Bref, j'ai bien appris tout ça. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que pour vendre du sable, des graviers et des cailloux, il faut bien comprendre tout ça. Bien maîtriser le processus de production de la société pour laquelle on travaille. C'est savoir ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas proposer. C'est vrai dans beaucoup de cas, donc toujours essayer de comprendre et maîtriser au mieux les processus de la société. Grâce à Claude, le chef de carrière, mon responsable et mon mentor, et à l'ensemble des collègues impliqués à chaque étape de la production, j'ai bien pu comprendre, en bénéficiant d'assez de temps, d'informations et du droit à poser toutes les questions que je voulais. Le cœur du métier de la société. Connaître nos capacités, nos niveaux de qualité et comment on les justifie. Connaître chaque étape, c'est savoir quel type de cailloux on peut récupérer et comment, c'est-à-dire avec quel niveau de difficulté. Au final, une partie du marché veut certains produits spécifiques. Tant mieux, on les a déjà calibrés et en grande quantité. D'autres sur le marché veulent des choses moins communes, la poussière par exemple. Il faut savoir si on peut les proposer dans quelle quantité et accompagner de quels documents. C'est là qu'en complément des heures passées avec les équipes de production, j'ai grandement bénéficié de mon contact avec le service qualité, chef de labo et laborantin, qui mesure tout au long de la production et lors de demandes spécifiques tout un tas de variables et de paramètres afin de contrôler que tout se passe bien, et qui édite des rapports et des comptes rendus propres à être présentés sur demande aux clients. Pour du sable et des cailloux, on mesure réellement tout un tas de choses. Au-delà de la granulométrie dont j'ai déjà parlé, qu'on contrôle évidemment tout au long de la production, on mesure le taux d'humidité, la résistance, avec les tests comme le micro-Deval, Los Angeles, soit aussi bien l'usure par frottement que par friction et choc. Le taux de poussière et la composition de la poussière, argileuse ou non, grâce à un test au bleu de méthylène. Évidemment, régulièrement, on mesure la composition même de la roche. Un gisement, au total, ça peut présenter beaucoup d'hétérogénéité, de roches et de qualités différentes. Une fois de plus, comprendre et bien maîtriser tout cela permet de présenter au mieux la compétence totale et la qualité des produits issus du travail de l'ensemble des équipes. Il faut veiller à rester à jour et à entretenir ce contact et cette curiosité avec les équipes. Les choses changent au fil des productions, des maintenances et des optimisations. Les clients, ce ne sont pas des nigauds. Ils s'informent sur votre qualité. Mais si vous n'avez ni les moyens, ni les outils, ni les processus à disposition, ils vont rapidement douter de tout ce que vous pouvez écrire dans vos rapports et vos documents. Et aussi de ce que vous pouvez réellement proposer dans la durée. En B2B, souvent, le client ne veut pas une belle promesse une fois, mais être assuré de la fiabilité dans la durée. Fort heureusement, pour moi, l'entreprise avait un très bon niveau de répondants, de process et de structure. Et j'ai pu bénéficier de tous ces éléments. Sorti du cœur de métier, de carrier, les outils et les méthodes ne manquaient pas non plus. Pour les services, ils ont plus régulier, commercial, comptabilité, RH, logistique, etc. Passage oblige par la case de l'équipement informatique. Pour un premier job, j'ai été super gâté. Et le responsable NTIC informatique m'a particulièrement choyé, bien formé et informé. Premier BlackBerry 100% connecté. À l'époque, Edge et 3G. C'était déjà pas mal. Connectivité assurée dans toute l'Europe. Un pire ordinateur portable MSI avec toute la suite logique, Office et les systèmes de données internes. Et cerise sur le gâteau, pour l'époque, une carte UMTS 3G à plugger sur le PC pour me donner accès au réseau partout. De nos jours, c'est limite bateau.
à l'époque, c'est un vrai super extra, notamment quand on va passer 95% de son temps à l'étranger. Je me suis tout de suite super bien entendu avec lui, Raphaël, et toujours depuis. Méga conseil, entretenez la meilleure relation possible avec un collègue comme Raphaël, dont dépend votre matos, votre connectivité, et qui vous connecte et vous débug, qui sait faire évoluer votre équipement en fonction de votre mode d'utilisation, qui peut ou non vous câbler sur les nouvelles méthodes, évolutions, les programmes qui font gagner du temps et de l'efficacité. En entreprise, il y a un palier évident entre ceux qui prennent le temps d'intégrer et s'approprier cette réalité et ceux qui l'ont mis de côté et qui galèrent à intervalles réguliers avec un bug, une connexion, un driver, un appareil à connecter, une extension et qui se prennent la tête avec le gars ou les gars de la technique. Bref, pour moi, production, qualité, équipement, j'avais super bien avancé. Bien sûr, j'ai passé un temps avec l'équipe commerciale. Mais je suis resté là aussi sous le giron de Claude, le chef de carrière, qui s'était occupé jusque-là des quelques affaires et relations sur la zone, Benelux, Allemagne, qui m'étaient destinées. Avec le directeur commercial et le commerciaux, j'ai pu appréhender l'ensemble des composantes du portefeuille de clients de la société, d'une manière théorique, mais aussi avec des visites pour illustrer chaque cas. C'est essentiel de savoir à qui on vend déjà. Et pour ce qui est des granulats, sable et gravier, il n'y a pas par ailleurs non plus de nouvelles utilisations significatives qui apparaissent trop régulièrement. Donc autant bien s'imprégner de ce qui se fait déjà, des flux existants. Pour l'étranger, un nouveau marché, on s'appliquera alors essentiellement à retrouver le même genre d'utilisateurs et d'applications. À ce point, j'étais déjà depuis 2-3 semaines dans l'entreprise. Et pour compléter mon intronisation, Claude, le chef de carrière, a organisé un déplacement d'une semaine au Benelux pour s'imprégner un peu du marché et rencontrer les partenaires, distributeurs et clients existants. Je reprendrai à partir de là dans ma prochaine publication et poursuivrai ce parcours d'intégration jusqu'à mon départ aux Pays-Bas pour préparer mon installation. Puis les débuts de ma mission, l'étude de marché et ensuite le développement. Pensez à liker, à vous abonner pour suivre ces publications. D'ici à la prochaine fois, je vous dis tout de bon et surtout, prenez soin de vous.